C'est une ville ordinaire du sud de l'Inde. Ici, pas de Taj Mahal, ni de palais des Maharajas. Le seul monument à Anand, c'est une statue de Gandhi. Anand ne figure dans aucun guide touristique. Et pourtant, depuis quelques années, on y croise de plus en plus d'Occidentaux. Jennifer et Ryan viennent juste d'arriver des États-Unis. Giovanna a dit qu'il fallait se préparer. L'hôpital ne ressemble pas du tout à ce qu'on connaît aux États-Unis. Donc ne t'inquiète pas, il ne faut pas s'angoisser. C'est la deuxième fois de leur vie qu'ils empruntent les rues bruyantes d'Anand. Le couple était déjà venu il y a 9 mois. 9 mois, c'est le temps de faire un bébé. Aujourd'hui, ils viennent chercher un enfant, leur enfant. Je suis stressée. Pas moi. Je suis juste impatient. Je suis sûr que je vais être vraiment nerveux quand je vais le tenir dans mes bras pour la première fois. Tu sais, toutes ces émotions et ces questions qu'on a, j'imagine dans ces moments-là. Est-ce qu'il va m'aimer? Qu'est-ce qu'il va penser de nous? Il est juste inquiet parce qu'il n'a jamais changé un bébé de sa vie. Après 36 heures de vol et une nuit blanche, les voilà dans ce lieu improbable à 12 000 km de chez eux. Un hôpital indien, loin des standards américains. C'est par là? C'est pourtant là que leur enfant est né, une semaine plus tôt. De lui, ils n'ont qu'une photo reçue par Internet. D'eux, l'enfant à leur gène. Ils vont enfin le découvrir après 9 longs mois d'attente. Jennifer et Ryan sont les parents biologiques de ce petit garçon qui a grandi dans le ventre d'une autre femme. Oh. Il a un petit bonnet rose. Je peux le prendre? Merci. Il est minuscule. Il est si petit. Un cancer de l'utérus a privé Jennifer de la possibilité de porter un enfant. C'est donc grâce à cette jeune indienne que le couple vient de réaliser son rêve de parent. Tu veux le porter? Ton papa et ta maman sont là. Ouvre tes yeux. Ça fait 3 ans qu'on attend ce moment. Depuis 2006. Ça fait si longtemps. Ramila, 23 ans, vient de gagner 4 000 €, 15 ans de salaire pour elle. Il est magnifique. Merci. Il est si beau. Vous vous sentez comment? Elle va bien, ok. Entre la jeune indienne et le couple américain, la communication n'est pas facile. Ils ne parlent pas la même langue et leur rencontre sera sans lendemain. Le travail de Ramila, mère porteuse, s'arrête là. Jennifer et Ryan prennent le relais. L'Inde est l'un des rares pays où il est possible de payer des femmes pour porter les enfants des autres conçus in vitro. Et chaque année, de plus en plus d'Occidentaux s'y rendent pour avoir un enfant de leur sang, un bébé made in India. Ce pays est-il en train de devenir la fabrique à bébés du monde? C'est ici que tout a commencé pour Jennifer et Ryan, il y a 9 mois. Un établissement loin d'être luxueux, mais dont la réputation dépasse les frontières de l'Inde. Cette clinique de la fertilité spécialisée dans les fécondations in vitro propose depuis 3 ans des gestations pour autrui. Dans la salle d'attente, on croise de nombreuses femmes, parmi elles de futures mères porteuses. Les candidates sont recrutées par petites annonces, mais c'est surtout le bouche à oreille qui fonctionne. La directrice de la clinique est devenue célèbre depuis que des Occidentaux traversent le monde pour la rencontrer. Jennifer et Ryan veulent remercier celle qui a réalisé leur rêve, le docteur Naina Patel.
Je ne pourrai jamais vous remercier assez. Il y a 3 ans, le docteur Patel a fait connaître sa clinique par Internet. Le succès a été fulgurant. Aujourd'hui, elle reçoit des centaines de mails par mois. C'est elle qui choisit les heureux élus et dicte ses règles. Je dois sélectionner les couples avec lesquels je veux rester en contact. Comme les couples sans enfants, ceux qui n'en ont qu'un seul, mais uniquement ceux qui ont des problèmes médicaux. J'ai tellement de demandes. C'est pour ça que je refuse les couples homosexuels. Parce qu'il y a déjà tant de couples normaux qui en ont besoin, et dans ce pays, on n'est pas très à l'aise avec cette question, vous savez. Je m'occupe de toutes ces personnes, et je refuse des demandes tous les jours. Croyez-moi, au moins 4 ou 5 couples par jour. Il y avait les faiseuses d'anges. Le docteur Patel se définit comme une faiseuse d'enfants. D'ailleurs, ce matin, elle doit en mettre un au monde. Un enfant porté par une femme, pour une autre. Là, je vais aller faire la césarienne de la mère porteuse. Quand elle est prête, je vous appelle. Dans la salle d'attente, le père et la mère de l'enfant à naître, les parents biologiques. C'est une procédure très complexe. Et l'insémination artificielle dans une mère porteuse est encore plus délicate. Physiquement, émotionnellement, tout est compliqué. Vous devez faire attention aux émotions de la mère porteuse, à celles du couple, et à la fin, le résultat, c'est un magnifique bébé. C'est avec les gènes des parents biologiques qu'ont été conçus les embryons de leur futur enfant par fécondation in vitro. Puis, ils ont été inséminés dans l'utérus de cette femme. C'est la première fois qu'elle est mère porteuse. Solanki a 2 enfants, les siens. Pour la première fois, elle va devoir se séparer du bébé qu'elle abrite depuis 9 mois. C'est une fille. Durant les 9 mois de grossesse, le fœtus a grandi dans le ventre de la mère porteuse. Elle lui a donné l'oxygène, l'eau, les aliments nécessaires à sa croissance, mais pas le sang. Allez-y, vous avez une petite fille. L'enfant n'a de lien génétique qu'avec ses parents biologiques. Ça fait combien de temps que vous attendez ce bébé? 13 ans, madame. Une petite fille née grâce à 2 femmes. Incapables de se parler, elles vont se saisir la main et ne se lâcheront plus. De longues et uniques minutes qu'elles vont vivre ensemble. Tu es contente? Oui, elle est contente. Ce n'est pas trop difficile pour elle, ce moment? Elle est très heureuse en ce moment. Pourquoi? Elle aussi, cela va l'aider. C'est le meilleur service que l'on puisse rendre à quelqu'un dans notre société. Pourquoi est-ce que c'est le meilleur service? Parce que cette personne n'aurait jamais eu d'enfant sans cela, sans l'aide d'une autre femme. Parce qu'elle a un problème avec son utérus, d'accord? Tu trouves que c'est un moment difficile, cette naissance? Oui, c'est un peu difficile, mais ils ont eu leur enfant. C'est bien. Elle a dit qu'elle est heureuse, car elle a pu donner un enfant à un couple qui ne pouvait pas en avoir. Il demande ce que tu ressens là maintenant.
Je suis un peu triste. C'est un peu mon bébé. Mais comment cet enfant pourrait-il être à toi? C'est le leur, pas le tien. Je lui ai dit, si tu ne l'avais pas fait, aurais-tu été capable d'élever tes enfants? Elle m'a dit, cela aurait été très difficile, ok? Allez, laissez-moi finir mon travail. Même si c'est Solanki qui a accouché de cette petite fille, la filiation maternelle ne lui est pas reconnue. Elle a signé un contrat avec la clinique par lequel elle renonce à tous ses droits sur l'enfant. Il y a quelques années, sans les techniques de procréation médicalement assistée, sans l'aide de mères porteuses, cet enfant n'aurait jamais pu naître. Vous vous souvenez de la première fois? Oui, c'était une grand-mère. Elle a porté des jumeaux elle-même, car on ne trouvait pas de mère porteuse à cette époque. C'est la grand-mère qui a proposé de le faire pour sa fille. C'était ma première expérience. Et c'est comme cela que j'ai commencé. Avant, je n'y avais jamais pensé. Et depuis combien de bébés avez-vous fait naître de cette façon? Je crois plus de 100 bébés au moins. 110, 120 peut-être. Au total, 90 mères porteuses ont donné naissance à des bébés. À quelques mètres de là, une autre famille se retrouve, celle de la mère porteuse. Comment ça va? Ça va. Le mari et les 2 enfants au chevet de cette femme qui a décidé de leur offrir un meilleur avenir. Ils n'avaient pas de bébé et nous n'avons pas d'argent. Ils ont eu leur enfant et nous maintenant, on a de l'argent. Vous savez, moi je ne gagne qu'1 euro par jour. Avec cet argent, on va pouvoir éduquer nos enfants. Et vous vous sentez attaché à cet enfant? J'ai porté cet enfant pendant 9 mois, alors oui, j'y suis attachée. Mais ça va passer. Sur les murs de la clinique, des photos d'enfants étrangers. Tous nés de mères porteuses indiennes. Le docteur Patel en est très fier. Elle fait même écrire un livre sur ces merveilleux contes de fées. C'est un écrivain qui travaille pour moi. Ça s'appelle « Les mères porteuses, la réalité ». Des témoignages de couples sans enfants qui viennent ici pour réaliser leurs rêves et sauver des familles indiennes de la pauvreté. Des histoires comme celle-là, le docteur Patel en a plein les tiroirs. Corée du Sud, États-Unis, Grande-Bretagne. Et là, ce sont des jumelles allemandes. Et voilà mes mères porteuses. Elle, vous voyez, son mari n'avait pas de travail. Avec l'argent qu'elle a gagné, il a acheté un taxi, ce rickshaw-là. Maintenant, il est chauffeur. Et avec ce qu'il a gagné en faisant ça, il a pu acheter un autre véhicule. Et il emploie un chauffeur pour l'aider. Et sa femme va de nouveau porter un bébé pour nous, 1 an après. Cette fille vivait sous un abri. Maintenant, elle a sa propre maison. Cette femme a aidé son mari à ouvrir ce petit magasin avec l'argent gagné. Alors plutôt que de parler d'exploitation de la misère, je dirais c'est une façon d'aider les familles pauvres. Et vous-même, vous ne trouvez pas cela triste qu'il soit obligé de faire cela pour gagner de l'argent? Oui. Je demande toujours à mes mères porteuses, pourquoi veux-tu faire cela? C'est une grossesse, tu peux mourir sur la table d'accouchement. Et puis la grossesse peut mal se passer. Il y a une de ces femmes qui a eu des paroles très belles. Elle m'a dit, mon mari est conducteur de camion, vous voyez ces gros camions. Chaque fois qu'il quitte la maison et part travailler pour 1 semaine, 10 jours sur la route, il nous dit au revoir, comme si c'était la dernière fois qu'il nous voyait. Parce que tout peut arriver. Il y a tellement d'accidents, c'est tellement dangereux qu'il peut mourir à tout moment. Mais c'est son travail, c'est tout ce qu'il sait faire, conduire un gros camion. Donc s'il peut prendre des risques pour sa vie, afin de nous nourrir, de nous faire vivre, pourquoi ne pourrais-je pas prendre un risque, moi, pendant 9 mois seulement, et changer ma vie et celle de mon mari, de mes enfants? Je ne nie pas qu'il y ait un risque,
Mais montrez-moi un seul métier qui ne comporte pas de risque. Montrez-moi. Un travail comme un autre, c'est le message que le docteur Patel voudrait faire passer. Et elle n'est pas la seule. La maternité de substitution est devenue un marché très porteur en Inde qui rapporte déjà des centaines de millions d'euros. Flairant le nouveau filon, les agences de tourisme médical s'y sont mises. Vipul Jain est à la tête d'une grosse agence américaine. Il avait plutôt l'habitude de recevoir des clients occidentaux pour des opérations de la hanche ou esthétiques. Depuis un an, il propose des mères porteuses avec succès. L'Inde a un argument de poids, les coûts. Si les couples veulent faire une fécondation in vitro et utiliser une mère porteuse dans leur propre pays, c'est beaucoup trop cher. Ils ne peuvent pas se le permettre financièrement. Si quelqu'un se lance dans cette démarche aux États-Unis, par exemple, cela coûtera 100 000 euros. Ici, c'est 15 000, 20 000 euros. C'est 4 fois moins cher. Cet homme d'affaires ne se contente pas de mettre ses clients en relation avec les meilleurs spécialistes, il organise leur séjour. Un voyage et un bébé à la clé, c'est le concept. Ce matin, il doit retrouver 2 de ses clients avec qui il a déjà tout organisé par Internet. Voici Darin et Jeffrey. Ils habitent à Hawaï et c'est la première fois qu'ils viennent en Inde. Arrivés la veille, ils sont un peu perdus. C'est le travail de Vipul Jain justement, il est là pour tout simplifier. Ce sera votre téléphone portable, vous pourrez le garder pendant tout le séjour. Et voici vos billets d'avion pour vous rendre de Bénarès à New Delhi. Tout est confirmé. Vous avez tout arrangé? Vous serez dans un des meilleurs établissements au monde, avec les meilleurs spécialistes. Les taux de réussite sont parmi les plus hauts. On ne transige pas avec ça. C'était important pour vous aussi de faire du tourisme en même temps? On ne pouvait pas manquer cette occasion pour plusieurs raisons. Si nous avons ce bébé, il sera à moitié indien et nous voulons pouvoir lui parler de ce pays. Si nous avons ce bébé, quand il grandira, il posera des questions. Nous voulons pouvoir lui répondre et ne rien avoir à lui cacher. Ce pays sera ancré en lui. Ce sera une partie de lui. Donc pour lui et pour nous, nous voulons mieux le connaître. Cela fait 5 ans qu'ils en rêvent de cet enfant. Jeffrey et Darin ont d'abord pensé à l'adoption, mais trop de pays leur ont fermé la porte, comme aux autres couples homosexuels. Une mère porteuse aux États-Unis ou au Canada? Trop cher. Et puis, ils ont entendu parler de l'Inde, de ses coûts abordables, de ses taux de réussite imbattables. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous dans cet établissement recommandé par l'agence médicale. L'endroit est discret, la clinique se trouve au rez-de-chaussée d'un immeuble ordinaire. C'est pourtant là qu'ils sont venus faire leur bébé. Jeffrey et Darin ont besoin d'une mère porteuse et d'une donneuse d'ovules. Elle aussi sera indienne. Tout a été organisé avec la clinique, à distance. Je suis le docteur Kadam. Je suis Darin. Et moi, c'est Jeffrey. C'est la première fois qu'ils se rencontrent. Ce sont 2-3 petites spécialités de chez nous. Après ces politesses, Jeffrey et Darin ont une demande de dernière minute à formuler. On avait quelques dernières petites questions. Nous avons pensé utiliser 2 mères porteuses. Nous voulions avoir votre avis. 2 mères porteuses, comment vous voulez procéder exactement? Vous voulez donner tous les 2 votre sperme? Oui. Ok. Et utiliser la même donneuse d'ovules? Oui, avec la même donneuse, nous aurons des échantillons de vos spermes respectifs et nous allons transférer les embryons dans 2 femmes séparément. D'accord? Il n'y a pas de problème, car j'ai 2 mères porteuses disponibles. Donc nous pouvons faire l'insémination dans 2 mères porteuses. Combien d'embryons allez-vous implanter? Au moins 4. Au moins 4? Et quelles sont les chances que cela marche pour 1, 2, 3 et 4? Vous savez, dans 15 à 20% des cas, il y a une grossesse multiple.
Mais nous ne faisons pas porter à nos mères porteuses plus de 2 enfants. S'il y a des triplés, alors nous faisons une réduction fœtale à la 10e semaine de grossesse, pour qu'il n'y ait plus que 2 enfants, des jumeaux. Et peut-on rencontrer les mères porteuses? Non. Je peux vous montrer sa fiche, sa photo et certaines informations. C'est tout ce que vous pouvez savoir. C'est un programme anonyme. La plupart des mères porteuses et leurs maris ne tiennent pas à rencontrer les couples. Merci. Merci. C'est formidable de vous rencontrer. Nous étions vraiment impatients de vous voir. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que cela marche. Les médecins de cette clinique n'autorisent aucune rencontre entre les clients et les mères porteuses. Jeffrey et Darin le regrettent, mais ils sont déjà loin. Chacun de nous aura une mère porteuse. Donc probablement, enfin nous espérons, nous aurons au moins 2 enfants. Un chacun. Un chacun. C'est votre rêve? C'est notre rêve, oui. Et on formera une famille. Si on a 3 enfants, on y arrivera. Si on en a 4, on s'en sortira. Jusqu'où peut mener le désir d'enfant, d'un enfant de son sang? Les futurs parents qui viennent jusqu'ici ne l'avouent pas toujours à leur entourage. Cette démarche n'est pas facile à faire comprendre. Jeffrey et Darin ont beaucoup hésité avant de prendre cette décision, en accord avec leur famille. C'est important pour nous d'avoir un lien génétique avec notre enfant. En ce qui me concerne, je n'ai pas de nièce ou de neveu. Je pense que c'est un beau cadeau pour ma famille. Et moi, j'ai toujours voulu fonder une famille. Venir en Inde n'était pas notre première idée. Ce n'était pas facile d'accepter cette idée. Ce n'est pas évident de se dire que l'on va en Inde pour avoir un enfant. Mais l'Inde est le pays qui offre le plus d'opportunités. Grâce au fait qu'il n'y ait pas de loi, c'est facile ici d'accéder à une mère porteuse. Et en plus, elle n'a aucun droit sur l'enfant. Je pense que c'est une situation gagnant-gagnant. Il faut que l'on croie à cela. Oui, enfin, on est obligé d'y croire. Sinon, il y a beaucoup de gens qui n'apprécieraient pas ce qui se fait ici. Beaucoup de monde. L'Inde est-elle en train de devenir une fabrique à bébés? Comment cette société traditionnelle perçoit-elle ces nouvelles pratiques? Les mères porteuses y trouvent-elles vraiment leur compte? Retour à Anand, surnommée la ville des faiseuses d'enfants. 2 jours après leur arrivée, Jennifer et Ryan viennent chercher leur bébé qui a été autorisé à quitter l'hôpital. Ils vont s'installer à l'hôtel pour quelques jours, le temps d'obtenir un passeport pour leur fils. Ramila doit prolonger son séjour à l'hôpital. Sa santé est encore fragile. Elle va passer sa convalescence aux côtés d'une autre mère porteuse. Ramila a accepté de nous parler en présence de sa sœur et d'une femme de confiance. C'est chez elle qu'elle travaille comme employée de maison pour 30 € par mois. Ramila ne va pas bien, la grossesse s'est mal passée. Des problèmes d'hypertension artérielle ont provoqué un accouchement prématuré. C'était très sérieux. J'ai cru que j'allais mourir. Je ne voyais plus rien. Ils ont dû appeler ma famille. Je les entendais, mais je ne les voyais pas. J'étais en train de devenir aveugle. L'enfant n'a pas eu de complications. Tous les problèmes venaient de moi. Et on a dû faire une césarienne. Et maintenant, je me sens triste. Je me sens comme une mère dont l'enfant est parti loin. C'est comme si c'était mon enfant. Que pensez-vous de ce qu'elle a fait?
Son mari l'a abandonnée, elle est seule. Elle veut juste donner une chance à sa fille d'aller à l'école. C'est pour ça qu'elle a fait toutes ces choses. Vous savez, j'étais contre ça. Pourquoi? Dans notre société, ce n'est pas bien vu. C'est notre culture, c'est comme ça. Pourquoi? Nous, on a des enfants avec notre mari, pas avec un autre. On est en Inde, tout le monde ici est contre ça. Alors ces femmes le font, mais en se cachant. Alors ces Américains qui viennent ici et font toutes ces choses, je pense que cela pervertit notre culture. Une femme démunie, comme des millions d'autres en Inde. Des femmes qui essaient de survivre avec le peu qu'elles gagnent. Elles sont de plus en plus nombreuses à braver les interdits, les tabous, dans l'espoir d'offrir un meilleur avenir à leurs enfants. Mais elles se cachent. Pas question que les voisins l'apprennent, car elles font bien commerce de leur corps. Où aller dans ce cas? Comment vivre pendant 9 mois dans le mensonge? Les cliniques indiennes ont trouvé la solution. Elles les abritent dans des logements à l'écart de la ville. Le docteur Patel a ouvert 3 maisons dans la périphérie d'Anand pour accueillir en permanence une quarantaine de mères porteuses. Le temps de leur grossesse, elles quittent leur famille et leurs enfants. C'est ce qu'a fait Ramila. Elle s'est cachée pendant 9 mois dans ce village, à 25 km de chez elle. Pendant 9 mois, elle n'a pas vu sa fille de 4 ans. Le docteur Patel ne nous a pas autorisés à nous y rendre. Mais nous voulions savoir dans quelles conditions vivaient ces femmes, le temps de fabriquer des bébés. Nous sommes arrivés un matin, sans prévenir, dans cet étrange endroit. C'est dans cet appartement au confort sommaire que les femmes portent les enfants des autres jusqu'au terme. Où vivent les parents? En Europe. Dans quel pays? Je ne sais pas, en Europe. Moi, c'est des Américains, des riches, d'origine indienne. Et toi? Londres. Pendant la grossesse, les femmes sont payées 15 € par mois. Elles sont nourries, logées dans ces maisons, ce qui rassure les clients étrangers. C'est souvent pour elles la première fois qu'elles sont suivies pendant leur grossesse. Mais en cas de graves problèmes de santé, aucune compensation n'est prévue. Si elles perdent le bébé, elles ne toucheront pas la prime de 4 000 €, qui n'est versée qu'après la naissance. À quelques kilomètres d'elles, un des quartiers les plus huppés de la ville. Un petit morceau d'Amérique a été reconstitué ici, à l'écart du chaos urbain. Les couples étrangers s'y installent 2-3 semaines, en attendant de pouvoir retourner dans leur pays avec leur enfant. Ce jour-là, Jennifer et Ryan rendent visite à une de leurs nouvelles amies, Giovanna. Elle est américaine. Nous l'avons rencontrée là-bas quand nous avons commencé le processus pour la fécondation in vitro. Elle et son mari, Paul. Et là, on lui rend visite pour voir son bébé, Andrew. Parce qu'elle a eu un enfant, elle aussi. Oui, elle a eu un garçon. Il est né 1 ou 2 semaines avant Finn. Comment ça va? Les parents d'enfants nés de mères porteuses se rencontrent dans les cliniques ou sur Internet. C'est comme une grande communauté qui se crée à travers le monde. Il est adorable. C'est trop mignon, ses habits. Je voulais bien l'habiller. Il est tellement adorable. Aucune de ces 2 femmes ne peut porter d'enfants. Un cancer de l'utérus les en a privées. Elles ne sont pas stériles et ont préféré cette solution plutôt que l'adoption. Il ressemble à son papa. À Anand, tout paraît simple. La clinique du docteur Patel met à disposition des nurses indiennes pour aider les clients dans leurs premiers pas de parents. Les 2 mamans sont toutes à leur plaisir de jouer leur nouveau rôle.
Il est né quand? Il est né pour Halloween, le 31 octobre. Le docteur Naina Patel m'avait dit qu'il naîtrait le 31 ou le 1er. Je lui ai dit, s'il vous plaît, faites-le naître pour Halloween. Il faut que je vous montre ce que je lui ai acheté pour lui. J'ai acheté des vêtements indiens. Et j'ai dit à Paul, l'année prochaine, pour Halloween, tu te déguiseras avec un pantalon indien et un turban. Et moi, je me mettrai aussi un bindi, là, au milieu du front. Et vous pourrez tous vous habiller comme une vraie petite famille indienne. Le choix de l'Inde s'est imposé pour des raisons financières, même s'il était difficile de se projeter dans cette grossesse lointaine. Moi, je savais que c'était ce qu'il fallait faire, mais j'ai dû me montrer très convaincante. Moi aussi, j'ai dû convaincre Paul. Pourquoi, Ryan? Parce que vous êtes à l'autre bout du monde. Vous savez, donc, je ne savais si je voulais vivre cela si loin. Si avec la mère porteuse, quelque chose se passe mal, vous ne pouvez pas être là. S'il y a un problème, vous ne pouvez arriver qu'1 jour plus tard, 2 jours plus tard. J'ai une amie que j'ai rencontrée ici. Elle m'a dit, quand ton enfant va naître, ça ne te pose pas de problème si c'est la mère porteuse qui le prend dans ses bras en premier? Elle était vraiment préoccupée par ça. Je pense que toutes les mères sont inquiètes à ce propos, à cause de l'attachement maternel. Un jour que j'étais avec elle, avant la naissance, elle lisait les lignes de sa main et elle m'a dit qu'il était écrit qu'elle aurait 2 enfants. Ronak, son fils, et Andrew, le mien. J'étais un peu jalouse parce qu'elle parlait de mon fils. Oui, c'est mon fils à moi. Vous pensez que c'est important pour votre fils plus tard qu'il connaisse toute l'histoire? Oui, je suis sûre. Si j'étais à sa place, je voudrais tout savoir. Je voudrais venir et voir et peut-être même rencontrer les gens qui ont aidé à ma naissance. C'est comme ça que moi je suis et j'imagine qu'il sera pareil. Je pense qu'ils seront même très fiers. Je suis d'accord. Et je pense qu'ils se sentiront vraiment désirés. Ils diront « ma maman et mon papa voulaient vraiment de moi ». Oui, on a traversé la moitié du monde pour les avoir. Et comme dit mon mari, nous avons gagné à la loterie. Nous avons tiré le bon ticket de loterie. Il est là, notre ticket de loterie, ce petit bonhomme. Difficile de savoir aujourd'hui ce que ces futurs hommes et femmes penseront plus tard de leur conception. Ils seront la première génération d'enfants nés d'une façon qui défie toutes les lois de la nature. À la différence des autres pays où la gestation par autrui est autorisée, la femme qui les aura portés ne fera pas partie de la famille. Elle restera cette inconnue, une femme qui avait prêté son ventre pour faire exister un enfant et sauver sa propre famille. Jeffrey et Darin, déçus de ne pouvoir rencontrer leur mère porteuse, ont réussi à obtenir de maigres détails. Une photo, un prénom, l'âge, la taille et, nous sommes en Inde, la caste. C'est la première fois qu'elle fait ça? Tout à fait. Bon, maintenant, il reste à savoir si une ou les 2 mères porteuses vont être enceintes. Et ensuite, de combien de fœtus. Et nous saurons dans 12 semaines si ça a marché, si elles sont enceintes. Je pensais que c'était moins. Je crois qu'elle a dit 12 jours. Oui, 12 jours. Désolé. Donc 12 jours après, nous serons fixés. Et dans 15 jours, nous connaîtrons le nombre d'embryons qui ont survécu et donc le nombre d'enfants à venir. C'est difficile à croire. On sera fixé très vite. Excusez-moi, ils sont en train d'imprimer le contrat. Ok. Jeffrey et Darin n'ont plus qu'à signer le contrat avec la clinique. 5 pages qui leur donnent tous les droits sur les enfants à venir et qui feront d'eux des pères à part entière. Ce matin, le docteur Kadam va commencer le processus de fabrication des bébés. Première étape,
le prélèvement d'ovules sur une donneuse anonyme. La moitié des ovocytes prélevés va être fécondée in vitro par le sperme de Darin, l'autre par celui de Jeffrey. 2 séries d'embryons seront ainsi formées. À l'extérieur, les futurs pères attendent comme s'il s'agissait d'un accouchement, alors que ce n'est que le début d'un long processus. 2 jours plus tard, les embryons seront inséminés dans l'utérus des mères porteuses. L'Inde n'a pas de limite sur le nombre d'embryons implantés. Il peut y en avoir jusqu'à 7, contrairement aux pays occidentaux, où il est interdit d'en implanter plus de 3. Les grossesses multiples par fécondation in vitro sont nombreuses en Inde, mais les taux de réussite records. C'est un grand jour, un très grand jour. Et nous prions pour que ça marche. Ça serait tellement bien que ça marche pour nous deux. Si toutes les étapes sont réussies, Jeffrey et Darin auront peut-être 4 enfants. Rien de plus banal apparemment pour les médecins indiens, qui ne semblent pas s'embarrasser de questions éthiques. En l'absence de loi, l'Inde n'a pas de limite. Chaque clinique fixe ses propres règles. Face caméra, les médecins que nous avons rencontrés nous ont tous affirmé qu'ils n'acceptaient cette intervention que pour des raisons médicales, quand les mères biologiques ne pouvaient pas porter leur propre enfant. Pour vérifier, nous nous sommes rendus dans une clinique de New Delhi, en caméra cachée. Nous jouons un couple français et nous allons demander les services d'une mère porteuse pour des raisons de convenance personnelle. Nous avons rendez-vous avec l'une des responsables de cette clinique. Voilà, j'ai eu trop de problèmes lors de ma première grossesse. C'était il y a 16 mois. Je travaillais et c'était très difficile pour moi de tout concilier. Je n'ai pas aimé du tout. Pour ma carrière, ça m'a posé aussi quelques problèmes. Qu'avez-vous eu exactement comme problème pendant votre grossesse? J'étais juste très fatiguée et j'avais beaucoup de nausées, c'était très désagréable. Vous êtes de quel pays? Nous sommes français. Bon, c'est possible de faire cette intervention. La question, c'est quand voulez-vous la faire et comment? On n'a pas besoin de vous apporter des documents médicaux? Non, on n'en a pas besoin. Et on pourrait rencontrer la mère porteuse? Oui, vous la verrez. De quel genre de femme s'agit-il? Écoutez, ce sont des femmes normales, issues de la classe moyenne. On peut la choisir? Franchement, ce n'est pas la peine. Les mères porteuses, ça n'a pas d'intérêt de les choisir. Il s'agit juste de louer un ventre. Il faut juste qu'elles soient en bonne santé. Le reste, ça n'a pas d'importance. Il s'agit juste de louer un ventre. Oui, c'est ça. Juste des ventres à louer. Des mots censés déculpabiliser les clients étrangers pour tenter de leur faire croire que tout est simple, sous contrôle, hors de tout engagement affectif. Reste la dernière angoisse pour les couples étrangers, le retour de l'enfant dans leur pays. C'est bien souvent un autre combat qui commence pour eux. Jennifer et Ryan sont en Inde depuis 3 jours seulement et ils ont déjà hâte de rentrer aux États-Unis. Il leur reste encore à réunir les documents nécessaires pour obtenir un passeport pour leur fils auprès de l'ambassade américaine. Là encore, les cliniques ne reculent devant rien. Le système est parfaitement huilé. Le mari du docteur Patel, co-directeur de la clinique, a déjà préparé un faux certificat de naissance. Il ne faut pas faire de faute, ok? Quel est le nom de l'enfant? Jennifer va déclarer être la mère de l'enfant. Elle prétend avoir accouché elle-même
dans l'hôpital d'Anand. Selon ce certificat, qui est la mère, qui est le père? Selon ce certificat, légalement, elle est la mère et il est le père. Le nom de la mère porteuse n'apparaît pas. Il y a seulement leurs deux noms, celui de la mère et celui du père. S'ils peuvent écrire cela, c'est parce que la mère porteuse a signé un contrat avec le couple dès le début du processus et renoncé ainsi à ses droits sur l'enfant. Un document qui n'a aucune valeur juridique, mais cela n'inquiète pas du tout les responsables de la clinique. Dans ce pays, il n'y a pas de problème. Aucun problème. La mère porteuse, elle-même a déjà 2 enfants, d'accord? Elle a déjà du mal à faire vivre sa famille. Je ne pense pas qu'elle vaut l'intérêt de se lancer dans une bataille juridique. Et puis, elle a eu ce qu'elle voulait. Eux aussi, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Et puis, si jamais elle voulait se lancer là-dedans, je ne suis pas sûr qu'elle ait assez d'argent pour le faire. Les ambassades sont plus ou moins dupes. Certaines jouent le jeu et accordent des passeports en quelques jours. D'autres sont plus réticentes, voire opposées. Tout dépend des lois en vigueur dans chaque pays. Ça a l'air assez facile. Ça dépend du pays. Pour les États-Unis, c'est relativement facile. Pour les Britanniques, c'est déjà plus compliqué. Pour les Canadiens, c'est plus difficile. Nous, on peut juste s'occuper de leur donner un bébé. Le reste, c'est leur affaire. On ne peut rien leur promettre là-dessus. Oui, il nous a dit ça dès notre premier contact, que le retour de l'enfant dans notre pays était de notre responsabilité. Une tâche parfois bien plus compliquée que prévu. Été 2008. Pour la première fois, les pratiques indiennes en matière de gestation pour autrui vont sortir de l'ombre. Les médias s'emparent de cette histoire qui va défrayer la chronique, c'est l'affaire du bébé japonais. Emiko Ikofumi est la grand-mère d'une petite fille née sur le territoire indien, quelques jours plus tôt. Le bébé va très bien. Mais ce qui m'angoisse vraiment aujourd'hui, c'est de savoir que je ne peux pas retourner avec ma petite fille au Japon. Emiko est seule en Inde. Son fils, le père de l'enfant, est retenu au Japon pour des raisons professionnelles. Pendant 4 mois, Emiko va se battre pour sa petite fille, pour lui obtenir des papiers et retourner avec elle au Japon. Jaipur, dans le Rajasthan. Le 25 juillet 2008, une mère porteuse indienne donne naissance à une petite fille. Le père biologique est japonais, mais officiellement l'enfant n'a pas de mère. 3 femmes ont participé à la naissance de cet enfant, celle qui a donné l'ovule, celle qui l'a porté et celle qui l'a désiré. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'aucune d'entre elles n'est là. Voici Manji. Avant de naître, elle avait des parents, tous 2 japonais. Mais un mois avant sa naissance, ils ont divorcé et celle qui aurait dû être sa mère a changé d'avis. Elle ne voulait plus entendre parler de cet enfant avec lequel elle n'avait aucun lien de sang. On ne sait pas d'où vient l'ovule. C'est un don anonyme. Ce que l'on peut juste affirmer aujourd'hui, c'est que le père biologique est l'homme qui a donné son sperme. C'est ça la gestation pour autrui. Vous collectez la matière quelque part et vous le portez dans une sorte de fabrique. Et cette fabrique va concevoir le produit. Et après 9 mois, votre produit est prêt. Dans le bureau du médecin, des avocates tentent de démêler cet imbroglio juridique. Au Japon, la gestation pour autrui est interdite. Pour faire revenir l'enfant dans leur pays, le couple avait prévu de l'adopter. Mais maintenant que le père de Manji est seul, il n'en a plus le droit. Parce qu'elle est en Inde, elle est sous le coup de la loi indienne. Quiconque est en Inde doit se plier à la loi indienne. L'Inde n'autorise pas l'adoption par un homme célibataire. Mais en même temps, si on met de côté tous les aspects techniques, juridiques, le père naturel est celui qui a donné son sperme. Peu importe la loi japonaise, indienne, les lois internationales, on doit penser aux droits de l'être humain. Certaines voix se sont élevées pour demander que Manji reste en Inde parce que se pose la question de sa nationalité. Elle serait à moitié indienne. La justice va devoir trancher et pour la première fois se pencher sur un cas d'un enfant né de mère porteuse.
Dans ce cas, le couple était déjà fragile. Leur relation était sur le point de se rompre. Mais malgré cela, ils ont décidé de se faire un enfant. Si la mère japonaise avait eu un peu le sens des responsabilités, elle aurait attendu 3 ou 4 mois avant de demander le divorce, afin de pouvoir ramener l'enfant au Japon. La situation aurait alors été acceptable. C'est un exemple vraiment triste, qui résume pourtant très bien comment les gens voient la gestation pour autrui et les enfants nés de cette façon. Et ce n'est pas le seul cas. Il y a tant de dérives comme celle-là. Je pense que les mères porteuses peuvent rendre un grand service aux couples qui, après plusieurs tentatives, ne parviennent pas à avoir un enfant. Mais on ne donne pas son sperme et son ovule comme ça, sans réfléchir. Il faudrait une loi pour réglementer tout cela, et notamment pour sélectionner les couples qui peuvent faire appel à des mères porteuses de manière rigoureuse. Nous avons revu Manji, 4 mois après sa naissance. Elle était toujours à Jaipur avec sa grand-mère, qui n'était jamais sortie du Japon avant cette histoire et ne parle pas un mot d'anglais. Il aura fallu attendre 4 mois avant que la Cour suprême indienne ne tranche en faveur de l'intérêt de Manji et ordonne de lui délivrer une autorisation pour quitter le territoire indien. La justice indienne valide par ce fait l'existence de la pratique commerciale des mères porteuses. Emiko et Manji n'attendent plus que le visa japonais pour quitter l'Inde. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ma petite Manji, tu es timide. Ça commence à être très, très long. J'ai du mal à trouver la nourriture que j'aime. Et puis, il y a tous ces singes partout. Mais sinon, ça va, Manji se porte bien. N'est-ce pas, Manji? Ce n'est pas facile. On se sent seul ici. Et tu as envie de connaître ton papa. On va y arriver, tu vas voir. Son papa appelle tous les soirs. Et il dit « Allô, allô, Manji, comment ça va ?» Et que lui direz-vous sur sa mère plus tard? J'y pense souvent. Je ne sais pas vraiment, c'est très confus. Que faire? Pour elle aussi, ce sera difficile à comprendre. Elle se demandera qui est sa mère. Ah, Manji, tu te demanderas qui est ta maman. Et moi, je m'occuperai d'elle comme une mère. En fait, je pense que le mieux, ce sera de lui dire que sa mère est morte. Manji aurait pu être le premier bébé orphelin né de mère porteuse. 4 mois après sa naissance, Manji a pu connaître son père. Elle a obtenu un visa d'1 an qui ne mentionne aucune nationalité. Elle devra patienter jusqu'à ses 18 ans pour obtenir la citoyenneté japonaise. Avant de quitter la clinique, Jennifer et Ryan ont promis au docteur Patel une photo souvenir. Ce cliché avec Ramila viendra agrandir sa collection de belles histoires. Il ne pleure jamais. Ils vont donner un passeport américain à cet enfant né en Inde. Ce sera la seule photo de Ramila que le couple emportera. Peut-être trouvera-t-elle sa place dans l'album de famille, ou bien restera-t-elle dans l'ombre, comme Ramila. En moins de 10 jours, Finnegan et Andrew, les 2 garçons, ont obtenu des passeports. Ils sont désormais des citoyens américains nés en Inde. Il n'est nulle part précisé qu'ils sont nés de mère porteuse. Dès qu'on arrive aux États-Unis, on va l'emmener chez un pédiatre. Ici, ils ne font pas les choses comme chez nous, je pense. Andrew et Finnegan vivent désormais en Californie et dans le Wisconsin. Ils se portent bien. C'est pour nos bébés. Il faudra leur montrer tout ça, pour qu'ils puissent comprendre ce que nous avons fait. À leur retour à Hawaï, Jeffrey et Darin ont appris l'heureuse nouvelle. Les 2 mères porteuses étaient enceintes de 2 enfants chacune.
3 semaines plus tard, elles ont perdu les fœtus. Jeffrey et Darin gardent de leur séjour en Inde le goût amer d'un échec. Après 3 semaines d'hospitalisation, Ramila a retrouvé sa fille et toute sa famille dans ces cabanes de fortune où ils vivent. C'est mon papa. C'est le chef de la famille. Son père, sa sœur, sa mère, ils ont fini par accepter le choix de Ramila, mais il restera leur secret de famille. Pour eux, rien ne va changer. Ramila habitera toujours dans ce bidonville au milieu des chèvres. Elle a placé tout l'argent à la banque. 4 000 € pour payer une école où sa fille pourra apprendre l'anglais. Dipali a 4 ans aujourd'hui. Comprendra-t-elle un jour ce qu'a fait sa maman pour lui donner des ailes? Et Ramila, pensera-t-elle encore longtemps à ce petit garçon, sa part d'elle, de l'autre côté de l'océan?